Le mur d'Hadrien est l'un des sites historiques les plus célèbres d'Angleterre. L'empereur Hadrien visita la Grande-Bretagne et fut le premier à faire construire un mur d'une mer à l'autre pour séparer les Romains des barbares. Sous un paisible terrain de cricket à Carlisle, une découverte choquante a été faite. La pourpre de tir teinture rare jadis réservée aux empereurs romains. Mais ce n'est que le début. Des imposantes tourelles dissimulées aux sandales surdimensionnées, en passant par une pierre tombale gravée dans 2 langues d'amour, les récentes découvertes bouleversent tout ce que nous pensions savoir sur le mur d'Hadrien. Et si les Romains ne se contentaient pas de construire un mur, mais y dissimulaient des secrets, poursuivez votre lecture car la vérité enfouie en Grande-Bretagne dépasse la fiction. La prophétie de Carlisle, 2017. Sous un terrain de cricket à Carlisle, au sud du mur d'Hadrien, des archéologues ont mis au jour en 2017 un vestige qui remet en question toutes les idées reçues sur la frontière nord de Rome. Pendant des siècles, ce terrain situé juste au sud de la grande barrière de pierre, qui s'étendait sur 117 km, 73 miles de Wall's End sur la Tyne, à Bonasson-Solway, sur le Solway Firth, a recelé une vérité qui nous oblige à repenser entièrement la fonction de la plus célèbre frontière nord de Rome. Les premiers indices étaient prometteurs. Des trous de poteaux et des sols en argile indiquaient la présence de structures romaines. Mais à mesure que les archéologues creusaient plus profondément, l'ampleur de leur découverte devenait stupéfiante. Ils ne découvraient pas un simple bâtiment, mais un complexe monumental. Les fondations étaient massives, conçues pour supporter une structure d'une importance capitale. Et puis, ils trouvèrent les termes. Il ne s'agissait pas d'une simple buanderie. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie sophistiqué, doté de systèmes d'hypocauste, de minuscules piliers soutenant les planchers et permettant à l'air chaud de circuler et de chauffer les pièces. C'était un lieu de luxe, une affirmation du confort et de la civilisation romaine implantée dans le nord humide et froid. Cela évoquait une richesse et une puissance qui ne correspondaient pas à l'histoire d'une garnison isolée et aguerrie par les combats. Puis vinrent les petites découvertes. Du sol gorgé d'eau, des dizaines de minuscules pierres précieuses, finement sculptées, émergèrent. Il s'agissait d'intailles utilisées pour sceller les documents par des impressions à la cire. Chacune était un chef-d'œuvre miniature. Elle représentait des dieux des empereurs et des bêtes mythiques sculptées avec une précision stupéfiante. Ces pierres étaient tombées des anneaux de leurs propriétaires perdus dans les canalisations des bains publics au gré des ablutions. Elles n'appartenaient pas aux simples légionnaires. Elles étaient la propriété de riches hauts dignitaires, de ceux qui fréquentaient les plus hautes sphères du pouvoir. La concentration de ces pierres laissait supposer qu'il s'agissait d'un lieu d'affaires importante où des documents étaient scellés et où se réunissait l'élite de l'Empire. Mais rien n'avait préparé l'équipe à ce qui allait suivre une petite masse dense de matière rouge-violette. L'analyse en laboratoire a confirmé qu'il s'agissait de pourpre de Tyr, la substance la plus précieuse du monde antique. Ce pigment n'était pas qu'une simple couleur, il symbolisait l'autorité suprême. Il était produit à partir des glandes d'un escargot de mer spécifique, un processus minutieux qui nécessitait des milliers d'individus pour obtenir un seul gramme de teinture. Son coût était astronomique. Par décret impérial, son usage était réservé aux plus hautes sphères de la société, notamment pour la bande pourpre des toges des sénateurs et à l'état pur pour les robes de l'empereur lui-même. Trouver un morceau de ce pigment brut à Carlisle revenait à découvrir un joyau de la couronne dans une ville frontalière. C'était totalement incongru et c'était bien là le problème. Sa présence constituait une anomalie flagrante dans les archives historiques. Il ne s'agissait pas d'un bibelot échangé ou perdu. C'était la preuve d'une présence impériale directe et de haut niveau. Cela signifiait que la cour de l'empereur, son cercle restreint, voire Hadrien lui-même, s'était rendu ici aux confins même de l'Empire.
L'anomalie d'Eusburn, 2021. L'histoire du mur a toujours été celle d'un ordre romain. Nous les imaginons comme des architectes visionnaires traçant une frontière avec une précision mathématique. Chaque mille romain était espacé exactement d'un mille romain, chaque tourelle parfaitement positionnée. Pendant des générations, notre compréhension s'est construite sur des structures comme la tourelle 25B, également connue sous le nom de Tourelle Brunton, fouillée pour la première fois par John Clayton en 1878. Ces ruines bien conservées aux dimensions standardisées et à l'emplacement prévisible renforçaient l'image d'une efficacité quasi-mécanique imprimée dans le paysage. Mais une découverte au cœur de Newcastle allait révéler qu'il s'agissait d'une illusion savamment orchestrée. Les Romains n'étaient pas les automates rigides de la légende. C'étaient des tacticiens brillants et adaptables, prêts à enfreindre leurs propres règles pour gagner. En 2021, lors d'une étude archéologique de routine pour un nouveau projet immobilier dans le quartier d'Eusburn, des ingénieurs ont mis au jour une anomalie massive enfouie juste sous la surface. Au fur et à mesure que les archéologues fouillaient le site avec précaution, l'ampleur de leur découverte leur apparaissait de plus en plus clairement. Il ne s'agissait pas d'un simple trou de poteau ni d'un fragment de mur. Ils mettaient au jour les fondations d'une tour de guet appelée tourelle. Mais celle-ci était unique en son genre, parmi toutes celles découvertes sur le mur d'Hadrien. Tout d'abord, il y avait sa taille impressionnante. Ses fondations étaient colossales, mesurant 10,26 mètres de large, ce qui en faisait l'une des plus grandes tourelles jamais découvertes. Il ne s'agissait pas d'une tour de guet standard, conforme aux normes comme la tourelle Brunton, remarquablement bien conservée. C'était un ouvrage imposant une forteresse miniature conçue pour résister à bien plus que les intempéries. Elle était désignée Tourelle 3. Ah, mais ce nom ne rendait pas justice à son importance. Des travaux ultérieurs avaient détruit les planchers intérieurs. Mais dans l'étroite bande de terre entre le mur et le fossé défensif, les archéologues ont découvert 6 fosses peu profondes, qui contenaient autrefois des pieux en bois aiguisés, un obstacle supplémentaire destiné à ralentir les assaillants. Restait ensuite son emplacement, qui constituait le second et plus grand mystère. Les Romains étaient réputés pour leur expertise en topographie. Ils appréciaient les lignes droites et les schémas prévisibles. Pourtant, cette tourelle colossale n'était pas placée selon un mille romain précis et préétabli. Son emplacement était incohérent selon les plans romains standards. Au contraire, elle fut délibérément et stratégiquement plantée pour dominer la profonde et large vallée de l'Usperne. Sa découverte dans cette zone urbaine à l'est de Newcastle fut en elle-même une surprise, prouvant qu'un important patrimoine archéologique romain pouvait subsister en milieu bâti. Cette vallée constituait une voie de communication naturelle, un axe d'invasion idéal, reliant directement les contrées sauvages du nord au cœur du territoire romain. Les Romains savaient qu'un ennemi emprunterait ce passage. Ils ont donc fait fi de leurs règles. Ils ont construit leur tourelle la plus imposante et la plus robuste à cet endroit précis du passage stratégique flanqué du fossé défensif du mur et d'une rangée de fosses à obstacles formés par des bermes. Son objectif était clair, projeter une force écrasante sur toute la vallée. De sa position dominante, les soldats, à l'intérieur, bénéficiaient d'une vue imprenable, leur permettant de repérer le moindre mouvement à des kilomètres à la ronde. Ces dimensions mêmes laissaient supposer qu'elle abritait une garnison plus importante, peut-être équipée d'une artillerie plus puissante, comme des balistes sortes d'arbalètes géantes, capables de projeter de lourds carreaux sur toute force approchant du nord. Il ne s'agissait pas d'un simple poste d'observation. C'était une affirmation de leur domination sur un paysage qui répugnait à leur goût pour les lignes droites. La découverte a été annoncée en septembre 2022. Cette découverte à elle seule bouleverse notre vision de la frontière. Elle prouve que le mur n'était pas une barrière préfabriquée et uniforme, mais un système organique et intelligent.
Les Romains arrivèrent haut avec un plan, mais ils surent l'adapter aux réalités du terrain. Face aux exigences du terrain et à la menace tactique, ils firent preuve d'une incroyable flexibilité. Ils respectaient le territoire non pas en le conquérant de force, mais en tirant parti de ses caractéristiques. La vallée d'Usburn constituait une voie d'invasion naturelle et les Romains en firent un véritable champ de bataille. Toute armée s'y aventurant était repérée à des kilomètres à la ronde, puis soumise à un feu d'artillerie nourri depuis une position surélevée qu'elle ne pouvait contourner. La vallée ne représentait pas un obstacle pour la stratégie romaine. Cela devint leur avantage tactique. La horde de Broménium. Pour saisir l'ampleur véritable des ambitions de Rome, il nous faut voyager vers le nord, au-delà du mur d'Hadrien, vers des contrées que les livres d'histoire décrivent souvent comme hostiles et sauvages. C'est là, aux confins du monde connu, que se dressait la forteresse de Broménium. Il ne s'agissait pas d'une simple base militaire. C'était une forteresse imprenable, un point de pierre et de fer planté en territoire contesté. Son emplacement même évoquait un danger permanent, celui d'une garnison vivant au bord du précipice. On pourrait s'attendre à ce que la vie ici soit morne, une existence rude, marquée par l'isolement et les conflits. Mais le sous-sol de Broménium raconte une histoire bien différente et bien plus fascinante. En 2024, des archéologues travaillant sur le site ont mis au jour une collection d'artefacts qui ont transformé ce récit de survie précaire en une histoire de prospérité surprenante. Les fouilles de 2024 ont mis au jour de la céramique samienne de grande qualité, importée de Gaule, des vases en verre, des objets en métal finement travaillés et des bijoux personnels. Il ne s'agissait pas de matériel militaire, mais de produits de luxe témoignant de l'existence de réseaux commerciaux à longue distance, qui atteignaient même ce fort isolé du Nord. La qualité de ces objets fut le premier indice. Il ne s'agissait pas de poterie grossière de fabrication locale, mais de céramique samienne de grande qualité importée de Gaule. On y trouvait des vases en verre et des objets en métal finement travaillés, témoins d'un goût raffiné et d'un accès aux produits de luxe. Ces éléments convergent vers un fait indéniable, le commerce à longue distance. Malgré son isolement et les dangers qui y régnaient, Broménium était pleinement intégré au vaste réseau commercial de l'Empire romain. Des chaînes d'approvisionnement s'étendant sur des milliers de kilomètres acheminaient le confort de la Méditerranée jusqu'à cette frontière septentrionale. Les soldats et leurs familles n'étaient pas coupés du monde. Ils en étaient les vestiges les plus lointains. Mais l'histoire devient encore plus fascinante lorsqu'on examine les effets personnels. Les bijoux, les broches décoratives et les objets du quotidien révèlent une communauté qui était bien plus qu'une simple garnison, c'était une véritable société. Des soldats avaient amené leur famille. Des enfants sont nés ici. Des gens sont tombés amoureux, ont fait la fête et ont pleuré. Le fort n'était pas qu'une simple installation militaire. C'était aussi un lieu de vie. Les bijoux découverts sur le site présentent des motifs celtiques en spirale, associés aux techniques de fabrication romaines, témoignant ainsi d'une fusion culturelle. Ils n'occupaient pas seulement le territoire. Ils s'y enracinaient et se forgeaient une nouvelle identité. Cette riche mosaïque de vie tissée bien au-delà de la sécurité des remparts oblige à repenser radicalement la notion de frontière. L'histoire simpliste des Romains d'un côté et des barbares de l'autre s'effondre sous le poids de ces preuves. Le mur n'était pas la fin de l'influence romaine. Il constituait le point d'ancrage d'une sphère de contrôle bien plus vaste. La puissance de l'Empire ne s'arrêtait pas à une simple ligne de pierre. Elle s'étendait vers le nord, à travers des forteresses comme Berminium, créant une zone d'interaction de commerce et d'échanges culturels intenses. L'histoire du mur d'Hadrien est souvent racontée à travers la pierre et la stratégie à travers les grands projets des empereurs et les imposantes constructions qu'ils ont laissées derrière eux.
Mais pour vraiment comprendre la frontière, il faut aussi écouter les murmures des gens qui y vivaient. Parfois, ces murmures proviennent des endroits les plus inattendus. En 2025, lors d'une importante fouille archéologique au fort de Magna, garnison cruciale, le long du côté ouest du mur, les chercheurs ont fait une découverte à la fois ordinaire et extraordinaire. Il ne s'agissait ni de métaux précieux, ni de monuments gravés, mais de quelque chose de bien plus intime des chaussures. Des dizaines de sandales et de chaussures romaines conservées pendant près de 2 millénaires dans un sol humide et anaérobie. Ces objets du quotidien des soldats et des civils qui habitaient ces lieux perdus ou abandonnés au fil du temps. Mais alors que l'équipe de 2025 répertoriait minutieusement ces effets personnels, une tendance curieuse et récurrente se dégageait, transformant une simple collection de cuir en un fascinant puzzle historique. La découverte majeure de cette saison fut la taille remarquable des objets. Nombre de sandales retrouvées étaient exceptionnellement grandes, certaines mesurant plus de 29 cm de long. Pour mettre les choses en perspective, une sandale de cette taille conviendrait parfaitement à un homme, mesurant plus d'1,8 mètre de nos jours. À l'époque romaine, où la taille moyenne était bien moindre et l'alimentation plus précaire, une telle stature aurait été remarquable, voire exceptionnelle. Une sandale aussi grande pourrait alors être une anomalie, une simple coïncidence. Mais la concentration d'autant de chaussures surdimensionnées dans ce seul fort transforme une simple observation en un mystère fascinant. Il ne s'agissait pas d'un assortiment aléatoire d'objets trouvés. Ce schéma suggère que la garnison de Magna comprenait peut-être un nombre exceptionnellement élevé de soldats de grande taille. Cette découverte ouvre immédiatement la porte à de fascinantes spéculations. Le fait que tant d'hommes de grande taille se soient retrouvés à servir ensemble, était-il un simple hasard ou s'agissait-il d'une décision militaire délibérée? L'armée romaine était une institution extrêmement organisée et stratégique, réputée pour affecter des unités spécifiques à des postes en fonction de leurs compétences ou aptitudes particulières. Certaines troupes étaient renommées pour leur génie, d'autres pour leur maîtrise de la cavalerie. Il est donc tout à fait plausible que les soldats stationnés à Magna aient été sélectionnés au moins en partie en fonction de leur gabarit. La forte concentration de chaussures surdimensionnées à Magna soulève l'hypothèse troublante que ce ne soit pas un hasard. Imaginez la portée symbolique d'une telle découverte. La frontière était un lieu de négociation et d'intimidation constante. Une force de garde composée d'hommes qui dominaient littéralement la population locale de toute leur hauteur incarnait la puissance romaine. Ils formaient un rempart de chair et d'os avant même que l'ennemi n'atteigne la barrière de pierre. Leur simple présence aux portes du fort ou en patrouille, le long des remparts, constituait une forme de guerre psychologique. Elle véhiculait un message tacite quant à la puissance physique de l'Empire. C'était une démonstration de force calculée qui ne s'exprimait pas dans des dépêches officielles, mais par l'impressionnante stature des troupes elles-mêmes. La résurrection de Dromberg. Pendant des générations, les historiens et archéologues locaux ont su que le mur d'Adrien devait se trouver à Dromberg. De vieilles cartes et des documents laissaient entrevoir son tracé traversant champs et passant sous les routes modernes. Mais en surface, rien n'était visible. La pierre avait disparu. C'était un fantôme, une ligne sur une carte que le monde physique semblait avoir effacée. On croyait généralement que toutes les pierres utilisables avaient été extraites au fil des siècles, pillées par les fermiers et les bâtisseurs pour construire des murs, des granges et des maisons. Le mur de Dromberg était considéré comme perdu, un vestige de la frontière, démantelé et réintégré au paysage à jamais irrécupérable. C'était un chapitre clos. Puis, en octobre 2025, une équipe de bénévoles dévoués
a décidé de remettre en question cette idée reçue. Ils n'étaient pas archéologues professionnels, mais leur passion était alimentée par une connaissance approfondie de la région et leur refus de croire que le mur avait complètement disparu. Leurs travaux ont commencé non pas avec des pelles, mais avec la technologie. À l'aide d'équipements géophysiques de pointe, ils ont scanné le sol en voyant des impulsions d'énergie dans la Terre et analysant les signaux de retour. Les résultats ont révélé des anomalies claires et frappantes des lignes droites et des angles droits qui se détachaient nettement du chaos naturel du sol. La nature ne construit pas selon une géométrie parfaite. Ces formes cachées étaient la signature fantomatique du mur, un murmure numérique promettant quelque chose de solide sous l'herbe. Guidée par cette carte technologique, l'équipe a commencé les fouilles. Les premiers travaux lents et méthodiques consistaient à progresser à travers différentes couches de terre végétale et de débris modernes. L'atmosphère était sans doute imprégnée d'un mélange d'espoir et de scepticisme. Que restait-il vraiment? Soudain, une truelle racla une surface inébranlable, puis une autre. Tandis qu'il dégageait soigneusement la terre sombre et compacte, une forme commença à se dessiner. Non pas une seule pierre, mais une rangée, puis une autre rangée par-dessus, et encore une autre. Tandis qu'ils poursuivaient leur travail minutieux, une section du mur commença à émerger du sol comme se réveillant d'un long sommeil. Elle s'élevait sur 4 assises. Un imposant ouvrage de maçonnerie tangible resté caché au monde pendant des siècles. L'importance de cette découverte est inestimable. Il ne s'agissait pas simplement de trouver un nouveau morceau de mur. C'était une véritable renaissance. Les pierres de Drumburg n'étaient ni éparpillées ni brisées. Elles se trouvaient exactement là où les ingénieurs romains les avaient placées il y a près de 2 ans, attendant silencieusement. Elles avaient survécu, car elles étaient enfouies, protégées par la terre même qui les avait recouvertes. Cette découverte constituait un puissant message du passé. Elle a également apporté une validation éclatante aux méthodes archéologiques modernes. L'étude géophysique s'est révélée d'une précision remarquable. Les lignes projetées sur l'écran correspondaient parfaitement aux pierres enfouies dans le sol. Cette technologie offre aux archéologues une nouvelle perspective, leur permettant de sonder la Terre sans la moindre incision. La reconstitution réussie de la coupe de Drumburg prouve que nous disposons désormais d'une cartographie fiable d'un territoire enfoui. Cela donne aux chercheurs la certitude de savoir où chercher, transformant une recherche sur des milliers d'hectares en une fouille ciblée. Le sol n'est plus un gardien de secrets, mais un texte accessible. La découverte de Drumburg ne se contente pas d'ajouter un nouveau segment à la carte. Elle confirme que cette dernière est encore incomplète et que l'étendue réelle de la muraille continue de se dévoiler pièce par pièce. Ces découvertes réalisées entre 2017 et 2025 révèlent une constante. Toute idée reçue selon laquelle le mur d'Adrien n'était qu'une simple barrière militaire était erronée. La pourpre tyrienne découverte à Carlisle prouve que les empereurs eux-mêmes visitaient cet avant-poste supposément isolé. La tourelle surdimensionnée d'Usaburn témoigne d'une ingéniosité tactique remarquable qui a su adapter les plans au terrain. Les produits de luxe découverts à Bermenium témoignent de réseaux commerciaux s'étendant bien au-delà du mur. Quant à la pierre tombale bilingue de Regina, bien que découverte il y a un siècle, son sens s'éclaire. Enfin, des marchands syriens épousaient des affranchis britanniques et les honoraient comme leurs égales. Le mur d'Adrien ne séparait pas les cultures, il gérait leur confrontation. Derrière cette barrière de pierre, tout l'Empire romain convergeait. Des soldats d'Afrique du Nord, des marchandes de Syrie, des administrateurs gaulois. Les tribus britanniques locales ont créé une société frontalière multiculturelle plus complexe que n'importe quelle frontière antique antérieure. Le mur n'a pas marqué la fin de la civilisation. Cela a marqué le début de quelque chose d'inédit, un lieu de rencontre entre les mondes.
La pierre tombale bilingue, la preuve la plus convaincante, n'a été découverte ni en 2025 ni en 2017. Elle a été découverte il y a plus d'un siècle. Nous n'en comprenions tout simplement pas le sens. Dans un coin tranquille près du mur d'Adrien, une voix unique vieille de 2-0 ans s'exprime avec une clarté stupéfiante, racontant une histoire si personnelle qu'elle fait voler en éclats tout le mythe de la frontière romaine. Cette voix est celle d'une femme nommée Regina. Son histoire est gravée dans la pierre sur une stèle funéraire du fort romain d'Arbaea, érigée par son époux éploré. Mais ce n'est pas un monument ordinaire. Au premier abord, elle semble romaine. L'inscription latine est claire et formelle. Elle nous indique son nom, Regina, qui signifie « reine », nous apprend qu'elle appartenait à la tribu des Cadavolauni, un peuple celte du sud de la Grande-Bretagne. Ce nom révèle également une vie marquée par une transformation spectaculaire. Elle fut jadis esclave. Elle appartenait à un homme nommé Baratis, un marchand originaire de la lointaine ville de Palmyre en Syrie. Il finit par la franchir, puis, fait remarquable, l'épousa. Le texte latin la célèbre comme son affranchie et son épouse témoignant d'un parcours de l'esclavage à la respectabilité. Mais la pierre recèle un second secret, une seconde voix. Gravée sous l'impeccable inscription latine, se trouve une autre inscription, cette fois-ci, dans l'écriture élégante et sinueuse de l'araméen de Palmyre. Cela dit la même chose. Regina, la femme affranchie de Baratis, hélas. C'est la langue de la terre natale de Baratis, à plus de 400-800 kilomètres de là. Dans son profond chagrin, cet homme syrien vivant dans le nord pluvieux de la Grande-Bretagne a puisé dans les mots de son enfance la langue de son cœur pour pleurer sa femme britannique. Ce simple geste bilingue transforme la pierre d'un monument en une conversation entre deux mondes que personne n'aurait jamais dû rencontrer. Les implications de ce geste sont bouleversantes. Premièrement, cela révèle l'incroyable mobilité au sein de l'Empire romain. Baratis n'était pas un soldat, mais un marchand. Il voyageait des marchés arides et scintillants du Moyen-Orient jusqu'aux frontières humides et fraîches de la Grande-Bretagne pour gagner sa vie. L'armée romaine était une consommatrice massive de marchandises, et là où allaient les légions des marchands comme Baratis suivaient, créant un réseau qui reliait tout l'Empire. Deuxièmement, et surtout cela révèle un paysage social dont nous ignorions l'existence. Il ne s'agissait pas d'une simple opposition entre conquérants romains et conquérants britanniques. Un Syrien s'était installé en Grande-Bretagne, y avait fondé une famille et une vie. Il n'avait pas épousé une femme du pays par hasard. Il lui rendit hommage en érigeant un monument grandiose et coûteux, un luxe que peu pouvaient s'offrir. Ce monument symbolisait le statut social, la réussite et l'intégration. Il témoignait de la formation de nouvelles structures sociales aux frontières de l'Ouest. Une esclave celte affranchie pouvait devenir l'épouse respectée d'un riche marchand étranger. Leur vie formait une mosaïque, un assemblage de cultures britanniques, romaines et syriennes. Cette simple pierre tombale remet totalement en question le récit classique de la lutte entre Romains et barbares. La frontière n'était pas une ligne de démarcation rigide entre nous et eux. C'était un corridor social et économique, une zone mondialisée et dynamique où se rencontraient et tissaient des liens entre des personnes venues des quatre coins du monde connu. L'armée a ouvert le monde sur la Grande-Bretagne, et dans son nombre des gens comme Barates et Regina ont bâti ensemble un monde nouveau. L'existence de cette famille syro-britannique prospère et ayant acquis un certain statut près du mur est un fait que les livres d'histoire n'auraient jamais pu prédire. Cela prouve que la véritable Grande Muraille n'était pas la barrière physique de pierre et de tourbe.
Le véritable mur était l'immense réseau invisible de personnes venues d'Espagne, d'Afrique du Nord, de Gaule, de Syrie, attirées par cette frontière. Ils ont bâti, commercé, aimé et péri là-bas, créant une société complexe et multiculturelle qui n'aurait pas dû exister sur une terre supposément définie uniquement par les conflits. Regina et Barrates demeurent la preuve éternelle que la force la plus puissante à la frontière n'était pas l'armée, mais le cœur humain. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour le prochain épisode.